Vous êtes-vous déjà demandé si les rencontres médiévales se résumaient à sweeper à droite sur un porc, à spoiler à l'air triste, c'était bien plus étrange. Oubliez la notion romantique des chevaliers en armure étincelante murmurant des mots doux sous un ciel de pleine lune. La réalité de l'amour, du sexe et de tout ce qui se trouvait entre les deux dans l'Europe médiévale était un cauchemar bureaucratique hilarant, souvent insalubre et sous surveillance religieuse. Alors, avant de prendre votre hydromel, préparez-vous à voir vos illusions brisées et plongeons dans le monde désordonné mais merveilleux de l'intimité médiévale. Tout d'abord, abandonnons l'idée des boudoirs aux chandelles et des draps de soie. Votre lieu de rencontre médiévale typique était une pièce unique et exiguë, partagée par toute votre famille élargie, 2 chèvres et une poule qui avaient probablement une vie sociale plus riche que la vôtre. Quelle intimité! La plupart des maisons paysannes étaient essentiellement une cuisine, une chambre et une étable, le tout réuni dans une expérience délicieuse et multisensorielle. Si vous vouliez un moment d'intimité, vous deviez faire preuve de créativité, penser à un tutimain stratégique, à un silence de moine ninja, et à prier pour que les enfants dormant et soient tournés vers le mur. Les rideaux étaient un luxe, les lits étaient collectifs, et même chez la noble élite, des domestiques pouvaient dormir au pied de votre lit ou simplement rester dans un coin, faisant semblant de ne rien remarquer avec une méticulosité confondante. Imaginez la gêne pris vos registres familiaux, notant littéralement qui dormait où, quand et avec qui. Et ne me lancez pas sur les auberges où des étrangers complets pouvaient partager un lit. Envie d'un peu d'affection. Mieux vaut vérifier si l'autre personne a porté ses bosselis, et si oui, s'il vous plaît, pour l'amour du ciel, assurez-vous qu'elle les a bien retirés d'abord. Maintenant, pour le tue-l'amour ultime Rilglise, si vous pensiez que vos parents avaient beaucoup à dire sur votre vie amoureuse, imaginez une institution avec une autorité littéralement divine dictant chacun de vos mouvements intimes. Selon les grands dignitaires en soutane, le sexe n'avait qu'une seule et unique fonction, la procréation. Le plaisir, l'intimité, le soulagement du stress après une longue journée de vie médiévale, absolument pas. C'était au mieux distrayant, au pire carrément péché. Les évêques, les théologiens et les confesseurs ne se contentaient pas de le suggérer vaguement, ils rédigeaient des manuels d'instruction détaillés d'une spécificité exaspérante sur ce qui était permis et ce qui ne l'était pas. Et devinez quoi? La majeure partie du calendrier était une zone interdite. Les dimanches, les vendredis, les mercredis c'est suspect, les jours de fête majeures, les jours de jeûne, les jours saints, et parfois des saisons liturgies entières étaient strictement off-limits. Donc, si vous vous sentiez d'humeur cocoquine pendant le carême ou les vents, vous étiez essentiellement malchanceux, jusqu'à peut-être un mardi d'avril aléatoire. Même au sein du mariage, les couples étaient encouragés à aborder l'intimité avec modestie et retenue. La passion était un grand nom catégorique. Anguille du siècle suggérait que les couples devaient s'engager, sans plaisir, sans péché et sans délai, ce qui ressemble à la liste de contrôle la plus dépourvue de joie jamais conçue. La position du missionnaire n'était pas seulement une suggestion, elle était pratiquement obligatoire, considérée comme le moyen le plus naturel d'éviter d'offenser Dieu, les saints ou votre curé local. Et en parlant de prêtres, les confessionnaux sont devenus des espaces étonnamment intimes. Ce n'était pas de vagues discussions spirituelles. Les prêtres posaient des questions très spécifiques et inconfortablement détassurées pour s'assurer que vous ne preniez pas trop de plaisir. Disons simplement que votre frère franciscain, moyen du siècle, en savait probablement plus sur les chambres de ses paroissiens que sur leurs véritables anniversaires. Si vous trouvez difficile de synchroniser vos horaires pour une soirée en amoureux aujourd'hui, essayez de le faire avec un calendrier médiéval, la bénédiction d'un prêtre et la chance ironique de Saint-Valentin qui, soit dit en passant, n'a jamais été marié.
L'Église avait des opinions et par opinion. Nous entendons des interdictions absolues sur le moment où vous pouviez vous rapprocher. Les dimanches du Seigneur, absolument pas. Les vendredis, jours de pénitence, donc toujours non. Les mercredis, certainement suspects. Ajoutez le carême et 30 jours de nope, l'avant encore 4 jours de nope, plus d'innombrables fêtes de saints, jours saints et même certaines phases de la lune, et votre calendrier ressemblait moins à un emploi du temps qu'à un parcours d'obstacles divins. Le but, apparemment, était de maintenir votre âme concentrée sur le ciel, même si votre corps avait d'autres idées, bien plus terrestres. Nous parlons de listes réelles de jours interdits, certains manuels de confession déclarant près de la moitié de l'année off limits. Vous vous sentez particulièrement affectueux un jour interdit. Profitez de votre culpabilité spirituelle et d'un aller simple pour le confessionnal. En évêque a même réprimandé un couple pour affection excessive parce qu'ils avaient osé s'accorder plus d'une fois par mois. Sa recommandation, canaliser cette passion dans la prière. Le couple, comme on peut s'y attendre, n'était pas ravi. Bien sûr, les gens de la haute noblesse ressentaient probablement ces restrictions plus intensément, avec des chapelains et des confesseurs qui les surveillaient de près. Les paysans, cependant, avaient souvent une approche plus flexible, s'occupant du bétail, de la météo et du fait de ne pas mourir de froid, ce qui leur laissait moins de temps pour se soucier si mardi était la fête de sans plaisir. Oh, et l'intimité, le mauvais jour pouvait soi-disant entraîner des enfants malades, un châtiment divin, ou, pire encore, une réputation ruinée. Car rien ne crie pécheur, comme une célébration trop enthousiaste du carême. La romance dans l'Europe médiévale, moins des dîners aux chandelles et plus des actes de propriété, du bétail, et l'assurance que vos familles ne déclencheraient pas une querelle à cause d'un chou égaré. Le mariage était principalement un arrangement commercial. Les filles étaient essentiellement des monnaies d'échange pour sceller des alliances, acquérir des propriétés ou apporter une paix fragile à des voisins qui se disputaient à propos du cochon qui avait mangé les navets de l'autre. Une mariée pouvait venir avec une dot de pièces, de linge ou d'une petite parcelle de terre en retour. La famille du marié promettait peut-être de ne pas être entièrement insupportable. La cour, quand elle avait lieu, était surveillée comme une visite de prison de haute sécurité. Les jeunes se rencontraient rarement seuls. Une jeune fille pouvait avoir sa mère, une tante sévère, ou, si les choses devenaient vraiment sérieuses, tout le village, et qui était très impliqué dans le fait de savoir si vous vous teniez la main observant chacun de ses mouvements. Pour les nobles, les mariages arrangés étaient la norme absolue, rois et seigneurs négociaient les mariages comme des parties d'échecs, l'affection est un bonus que l'on pouvait, peut-être, développer plus tard. Comme le disait un proverbe médiéval avec un charme certain, mieux vaut un riche mariage avec un visage renfrogné qu'un pauvre avec des fossettes. Romantique, n'est-ce pas? Même les paysans se concentraient sur la praticité. L'éligibilité d'un homme était mesurée par sa terre, ses outils ou la circonférence de son bœuf. Les femmes étaient jugées sur leurs compétences ménagères, leur réputation et leur capacité générale à ne pas créer de drame au marché. Cela ne signifie pas que l'amour était inexistant, il apparaissait juste souvent après le mariage, comme un édas émotionnel médiéval, non inclus dans le cache-bâche de tout. Malgré tous, les gens trouvaient des moyens de flirter, des regards secrets, des chansons espiègles et des promenades, au clair de lune, jusqu'au puits du village devenaient les quêtes secondaires non autorisées des rencontres médiévales. Soyez prudents, cependant, se faire prendre à batifoler derrière la grange pouvait vous valoir une pénitence publique, une lourde amende ou un père très déçu avec une fourche. Maintenant, dissipons l'une des légendes les plus persistantes et les plus ridicules sur le sexe médiéval, la ceinture de chasteté. Oui, ces engins de fer que vous avez vus dans les dessins animés, les films de série B ou certains musées aux boutiques souvenirs tradeuses.
L'histoire raconte un mari part à la guerre, enferme la vertu de sa femme et s'éloigne vers le soleil couchant. Sauf que, coup de théâtre, il n'y a presque aucune preuve historique solide que ces choses aient été largement utilisées au Moyen-Âge. La plupart des exemples que nous avons datent de la Renaissance ou même de l'époque victorienne, des périodes qui étaient apparemment plus obsédées par l'idée de la répression médiévale que par la réalité. Beaucoup étaient probablement des objets de blague, des avertissements satiriques ou simplement des curiosités de musée et non des vêtements fonctionnels. Les manuscrits médiévaux, qui documentaient souvent chaque détail inconfortable de la vie, sont étrangement silencieux sur une distribution massive de ceintures de chasteté. Aucun tailleur médiéval n'en faisait la publicité, aucune loi ne les réglementait, aucun prêtre ne les distribuait lors de cérémonies de mariage gênantes. Si presque comme si, et restez avec moi ici, elle n'était pas vraiment une chose. Ce qui est tout à fait logique, car imaginez les problèmes d'hygiène à eux seuls. L'assainissement médiéval était déjà un risque biologique. Ajoutez un engin métallique rouillé sans mode d'emploi et un cadenas qui aurait probablement nécessité un forgeron pour être ouvert. Vous causiez plus d'infections que vous ne préviendriez d'indiscrétion. Le mythe découle probablement d'une panique morale et d'une satire plus tardive. Les moralistes de la Renaissance et les collectionneurs victoriens aimaient l'image de la femme médiévale réprimée, cela correspondait parfaitement à leur récit. En réalité, la fidélité était imposée par des méthodes plus traditionnelles et franchement plus efficaces serait la honte, la surveillance constante, la religion et les mariages stratégiquement arrangés. Les nobles étaient chaperonnés au millimètre près. Les jeunes paysannes étaient surveillées par des villages entiers comme des détectives privés non rémunérés. Le moindre soupçon de scandale pouvait ruiner une réputation, anéantir une dot ou entraîner une confession très embarrassante impliquant des phrases qu'au bord du champ d'orge. Mais attendez, il y a un rebondissement qui choquerait même le citadin moderne, le plus blasé. Les villes médiévales ne toléraient pas seulement les maisons closes, dans de nombreux cas, elles les réglementaient. Les conseils municipaux les autorisaient, percevaient des taxes et même désignaient des quartiers rouges officiels bien avant que l'électricité ne soit même une lueur dans les yeux de quiconque. Certaines villes embauchaient même des fonctionnaires pour gérer ces établissements, connus sous le nom de tenanciers de bordels ou de manière plus colorée, gardiens des femmes publiques, une ligne très stressante sur un CV, j'imagine. La logique était pragmatique, bien qu'un peu cynique, les fonctionnaires estimaient qu'en offrant un exutoire contrôlé aux désirs des hommes, ils pouvaient réduire des péchés plus graves, comme l'adultère, l'agression ou, à Dieu ne plaise, la danse. Les bordels réglementés étaient considérés comme un mal nécessaire, comme les panneaux de signalisation ou l'existence des navets. L'Église, bien sûr, était officiellement consternée, mais officieusement. De nombreux membres du clergé fermaient les yeux, et certains percevaient même un loyer de ces mêmes établissements. Si cela ressemble à de l'hypocrisie, félicitations, vous avez saisi l'essence même de la théologie médiévale. La vie dans une maison close n'était pas un conte de fées, mais ce n'était pas non plus une misère constante. Certaines femmes choisissaient la profession pour des raisons économiques, en particulier les veuves ou celles sans soutien familial. D'autres étaient, malheureusement, contraintes ou victimes de traite, surtout dans les villes portuaires animées où les marins apportaient à la fois des pièces et des complications. Il y avait même des manuels de vrais manuels sur la façon de gérer ces lieux, des draps propres, des inspections sanitaires de base et des horaires fixes faisaient tout partie du processus de réglementation. Les clients venaient de tous horizons, riches, valiers, apprentis, marchands, et oui, même des moines, malgré leurs vœux qui stipulaient clairement le contraire. Les droits d'entrée variaient, les services étaient catalogués,
et parfois les clients payaient en œuf, en laine ou avec tout ce qu'ils avaient sous la main comme trop gênant. Certainement pas le Tindé médiéval. Mettons en scène une soirée romantique, des bougies vacillantes, une douce brise faisant frissonner le toit de chaume, votre bien-aimé murmure des mots doux, puis retire sa tunique de laine pour révéler un puissant effluve médiéval. Car en matière d'hygiène personnelle, l'Europe médiévale avait d'autres priorités. Rester propre figuré sur la liste, mais quelque part après survivre à la peste, réparer le toit qui fuyait et attraper ce cochon fugueur qui s'était encore introduit dans le garde-manger. En se baigner, mais pas aussi souvent que nos narines modernes le souhaiteraient. Les paysans se baignaient rarement, peut-être une fois par mois, plus souvent s'ils tombaient accidentellement dans une rivière. Le savon était soit fait maison, soit cher, soit utilisé avec parcimonie. Alors que les bains publics existaient, ils étaient souvent interdits lors d'épidémies de maladies, de scandales ou des deuches. Si vous étiez riche, vous pouviez profiter d'un bain chaud parfumé aux herbes, suivi par des préposés qui vous frottaient avec des linges. Si vous étiez pauvre, votre toilette à l'éponge impliquait un seau d'eau froide et le vague espoir que personne ne remarquerait votre arôme par-dessus l'odeur des étables. Pour compliquer les choses, l'eau elle-même était parfois considérée avec suspicion, surtout l'eau froide. Certains croyaient que des bains fréquents pouvaient affaiblir le corps ou inviter la maladie. D'autres n'avaient tout simplement pas le temps, la baignoire, ou de l'eau qui n'était pas déjà disputée par les oies du coin. Imaginez maintenant essayer d'impressionner quelqu'un dans ces conditions. Parfum, surtout pour l'élite. Déodorant, un rêve pour un futur lointain. Soins dentaires. Peut-être vous frottiez-vous les dents avec de la cendre ou mâchiez-vous des feuilles de menthe si vous étiez vraiment chic. Un bracelet était de la vie générale, une aventure. Et les vêtements n'étaient pas des couches de laine, de cuir, de lin et de fourrure emprisonnaient la chaleur, la sueur et chaque parfum que vous rencontriez tout au long de votre journée, y compris le contenu du pot de chambre et le ragoût mystère. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, les gens tombaient amoureux, flirtaient et se rapprochaient. Peut-être leurs normes étaient-elles simplement différentes, ou peut-être, quand tout le monde sentait aussi mauvais, l'amour était-il vraiment aveugle, et, surtout, anosmique. Le contrôle de la taille de la famille en Europe médiévale était un peu comme essayer de diriger une charrette sans roues, sans rênes et avec une chèvre particulièrement peu coopérative. Techniquement possible, mais certainement pas quelque chose sur lequel on pouvait compter. Les gens essayaient, cependant. Ce n'est pas parce que la contraception n'était pas norme moderne que les gens du Moyen-Âge étaient inconscients. Ils savaient que certains comportements menaient à des bébés, et ils faisaient des efforts élaborés, souvent déconcertants, pour les prévenir. Certaines méthodes scientifiques comprenaient des mélanges d'herbes, des membranes animales et ne demandaient pas, et des rituels impliquant l'enfouissement d'objets près de votre porte. Une approche populaire, boire du vin bouilli avec des testicules castor. D'autres juraient par des amulettes bénies par quelqu'un qui, on l'espère, ne faisait que deviner. Quelques guides suggéraient même de sauter vigoureusement après l'intimité, ce qui, au moins, brûlait probablement quelques calories. Il y avait même des versions primitives de méthodes de barrière, bien que les qualifiés de fiables seraient généreux. Du lin trempé dans diverses concoctions était une tactique. Quelques âmes courageuses ont essayé de la cire, et il existe des références éparses, plutôt vagues, à ce que nous pourrions appeler des prototypes médiévaux de ce qui deviendrait plus tard des dispositifs sans latex familier. Mais sérieusement, ne demandez pas comment ils étaient fabriqués, vous ne voulez vraiment pas savoir. L'Église, comme on pouvait s'y attendre, n'était pas amusée. Toute tentative d'éviter la conception était souvent qualifiée de péché ou d'acte contre nature. La procréation était l'objectif déclaré du mariage,
et tout ce qui s'opposait à cette mission divine était désapprouvé, ou plus communément, bruyamment dénoncé du haut de la chaire. Pourtant, tout le monde ne suivait pas la ligne de l'Église. Les couples mariés, en particulier ceux qui luttaient contre la pauvreté, voulaient désespérément espacer les grossesses ou éviter une autre bouche à nourrir. Et pour les couples non mariés, disons simplement que la motivation était encore plus forte. Mais quelle que soit la méthode, la fiabilité était lamentablement faible. Le contrôle des naissances, tel qu'il était, reposait sur la sagesse populaire, les herbes locales et une quantité vraiment surprenante de pur espoir. Et quand il échouait, ce qui arrivait souvent, eh bien, c'est là qu'intervenaient les mariages datifs, les grossesses cachées et beaucoup de conversations très gênantes. Malgré ce que les autorités ecclésiastiques aimaient faire semblant, tous les couples médiévaux n'attendaient pas que les cloches de mariage sonnent avant de se rapprocher. Un fait, la pratique de tester la marchandise avant le mariage était assez courante pour nécessiter beaucoup de paperasserie connue sous le nom de fornication dans les registres paroissiaux et de prendre les devances dans les ragots quotidiens du village. L'intimité prénuptiale n'était pas exactement rare, mais elle était certainement surveillée. Dans les villes et les paroisses, les fonctionnaires locaux tenaient des registres moraux qui ressemblaient moins à des journaux intimes qu'à des livres de comptes de la honte. Si un couple était surpris ou même soupçonné de devancer l'échéance maritale, il pouvait être traîné devant le tribunal local et condamné à une amende. L'amende pouvait aller à l'église, à la ville, ou parfois même à quiconque prétendait avoir été témoin de l'événement. La délation médiévale était une industrie florissante. Les amendes variaient selon qu'il s'agissait d'une première infraction, s'il y avait eu grossesse ou si le couple finissait par se marier. Dans certains cas, le mariage a posteriori annulait l'amende comme un permis rétroactif. Dans d'autres, l'amende était simplement réduite des pénalités pour l'arrivée précoce, si l'on veut. Et puis il y avait les conséquences sociales, crises dans les communautés très unies. Tout le monde connaissait les affaires de tout le monde. Alors, même si votre curé local se montrait miséricordieux, vos voisins, eux, ne l'étaient certainement pas. Les ragots pouvaient se propager plus vite qu'une tourte à la viande mal conservée en juillet. Il est intéressant de noter beaucoup de ces situations conduit mariage, l'âge à la mare, une sorte de fiançailles informelles où le couple se considérait comme lié, et dans certaines régions, c'était légalement suffisant pour commencer à cohabiter. L'Église a ensuite tenté de colmater cette faille, mais en attendant, beaucoup de bébés médiévaux étaient techniquement des arrivées précoces. Chez les paysans, tout cela était géré avec plus de pragmatisme, et si un couple était sérieux et qu'une grossesse survenait, le mariage suivait généralement, parfois avec un léger coup de pouce ou une ferme poussée des deux familles. Pour les nobles, cependant, les conséquences pouvaient être bien pires, surtout lorsque l'héritage ou la réputation étaient en jeu. Dans le monde médiéval, la virginité n'était pas seulement une vertu, c'était une clause contractuelle non négociable, un outil politique et parfois une obsession à l'échelle de la communauté. Pour les paysans, les attentes variaient. Une jeune femme était généralement censée arriver au mariage non testé, du moins officiellement. Mais si elle ne l'était pas, eh bien, quelques sourcils se levaient et une petite amende ou un mariage forcé pouvait arranger les choses. Pour les classes supérieures, cependant, les choses devenaient sérieuses. La virginité des nobles était directement liée à l'héritage, aux alliances cruciales et à l'honneur de la famille. Des fiançailles rompues pouvaient déclencher une querelle. Une grossesse hors mariage pouvait faire dérailler des générations de planification méticuleuse. Alors, comment la vérifiait-il? Mal parfois. Cela se réduisait souvent à des témoignages vagues et des références de caractère. Celle semblait vertueuse, ou elle évitait surtout le valet des curés. D'autres fois,
Des méthodes plus invasives étaient employées, comme des sages-femmes inspectant l'infâme humain que la science a depuis confirmé n'être pas, en fait, un baromètre de chasteté médiévale. Mais cela n'arrêtait personne. Il y avait aussi des tentatives de prouver la virginité après le mariage, comme l'affichage d'un drap taché de sang, comme une critique yelle médiévale très maladroite. Cette tradition, bien que non universelle, était attendue dans certaines régions, et si le drap restait propre, c'était le début des procès, des annulations et des drames familiaux rivalisant avec un soie au bras royal. Les hommes, bien sûr, n'étaient soumis à aucun examen de ce genre. La virginité masculine était considérée comme un bonus facultatif. Le niveau d'expérience d'un futur mari était rarement mis en question. Au plus, il pouvait être gentiment encouragé à éviter les servantes de taverne, mais personne ne vérifiait son linge le lendemain matin. La virginité était également profondément liée au symbolisme religieux. Les jeunes filles étaient souvent louées comme des vases purs, ce qui est beau en théorie et incroyablement inconfortable en pratique. Les jeunes filles étaient élevées avec des idéaux de sainteté, souvent accompagnés d'horribles récits de martyrs, et si un mariage était annulé parce qu'une mariée avait été malhonnête, cela ne la ruinait pas seulement, cela pouvait entacher l'honneur et les revendications de propriété de toute sa famille. Alors oui, dans l'Europe médiévale, la virginité n'était pas seulement une question de moralité, c'était une monnaie légale. Si vous vous demandez si l'attirance pour le même sexe existait à l'époque médiévale, la réponse est un retentissant, ben voyons. La nature humaine n'est pas apparue comme par magie au siècle. Mais si vous vous demandez si elle était ouvertement acceptée, si là que les choses deviennent glorieusement compliquées, la société médiévale était bâtie sur la doctrine religieuse, des rôles sociaux rigides et les droits de propriété, et tous trois avaient beaucoup à dire sur qui pouvait aimer qui. À spoiler Alertrice était généralement un homme et une femme dans les limites du mariage, de préférence dans le seul but de faire plus villageois. Officiellement, l'intimité homosexuelle était qualifiée de péché par l'Église, souvent regroupée avec d'autres actes contre nature, comme danser les jours de fête, ou, Dieu nous en préserve, lire trop de livres. Les punitions variaient énormément selon la région, la période et, surtout, les personnes impliquées. Un couple paysan pouvait s'en tirer avec une réprimande sévère et quelques pénitences. Les nobles, en revanche, pouvaient faire face à l'exil, ou, s'ils avaient suffisamment de terre et de pouvoir, être discrètement ignorés. Mais tandis que l'Église tonnait du haut de la chair, la vie réelle était une affaire désordonnée, belle et compliquée. Nous avons des registres, des poèmes, des lettres et même des documents juridiques qui montrent clairement des relations émotionnelles, romantiques et parfois physiques entre personnes du même sexe. Certains moines s'écrivaient des lettres d'amour en latin qui semblaient étonnamment moins fraternelles et beaucoup plus langoureuses. Des nobles partageaient parfois leur lit et déclaraient une dévotion exclusive en des termes qui feraient rougir un troubadour. L'Europe médiévale avait aussi des structures sociales qui brouillaient les pistes et les monastères masculins et les couvents favorisaient des liens émotionnels incroyablement profonds. Les confréries chevaleresques étaient pleines de vœux et d'un langage intensément affectueux. Les historiens débattent encore si ces relations étaient romantiques, platoniques ou quelque chose entre les deux, mais quoi qu'il en soit, il y avait certainement des sentiments en jeu et probablement de la poésie. Quant à la terminologie, le concept moderne d'identité sexuelle n'existait pas. On ne faisait pas son coming out, on vivait simplement avec prudence, discrètement, et on parlait souvent par allégorie codée. Il n'y avait pas de marche des fiertés, mais il y avait des chansons, des histoires de saints et des pèlerinages d'une intensité suspecte entre partenaires. L'adultère dans l'Europe médiévale était moins une faute personnelle qu'une situation comparable à manipuler un poulet vivant tout en jonglant avec des couteaux très risqués, bruyants.
est presque garantie de se terminer par la perte d'un peu de fierté, de bien, voire d'un membre. Soyons clairs, si le mariage n'était pas sacrement à main sacrée, c'était un contrat juridique contraignant, une transaction immobilière et souvent une alliance tragique cruciale. Donc, quand quelqu'un s'est jarré, il ne se contentait pas de briser des tures, il bousculait des héritages, des dos et l'équilibre toujours fragile des ragots locaux. Pour les femmes, les enjeux étaient significativement et terriblement plus élevés. Une femme mariée surprise en flagrant délit d'adultère pouvait faire face à l'humiliation publique, à la perte de ses droits de dot, à une pénitence forcée, voire à l'exil, surtout si elle avait l'audace d'être prise avec des preuves. Les nobles adultères pouvaient se retrouver emprisonnés, divorcés, ou, dans des cas extrêmes, discrètement, éloignés de la vie de cour, pensez moins à une lettre écarlate, plus à une sortie écarlate. Les hommes, en revanche, bénéficiaient généralement de plus de marge de manœuvre. Un homme marié ayant une liaison avec une femme célibataire pouvait être considéré comme moralement suspect, mais rarement puni légalement, à moins que la famille de la femme n'ait des amis puissants ou que l'Église ne se sente exceptionnellement vertueuse cette semaine-là. Cela dit, tous les hommes adultères ne s'en sortaient pas indemnes. Certaines villes imposaient de lourdes amendes ou exigeaient des confessions publiques. Quelques registres légaux détaillent même des punitions créatives, comme défiler dans le village en simple chemise ou être forcé de payer une nouvelle cloche d'église, et car rien ne dit justice divine comme l'acoustique en bronze. Le véritable danger, cependant, n'était pas toujours la loi, c'était le mari cocu. Les crimes d'honneur n'étaient pas rares, en particulier chez la noblesse. Si un homme découvrait l'adultère de sa femme, la coutume médiévale lui permettait parfois de prendre des mesures appropriées. La définition de appropriées, bien sûr, dépendait fortement de son statut et du nombre d'épées qu'il possédait. Pour les riches, les choses pouvaient dégénérer en scandales retentissants, duels, annulations ou querelles familiales de plusieurs décennies. Pour les paysans, les conséquences étaient généralement une amende ici, une chèvre confisquée là et une place permanente au panthéon des ragots du village. Dans l'Europe médiévale, le concept de consentement existait, mais certainement pas de la manière moderne du enthousiaste. Au lieu de cela, il était enchevêtré dans les codes juridiques, les dots, la doctrine de l'Église et l'occasionnel haussement dépôt de la société. Commençons par les bases trucs. Le droit canonique médiéval reconnaissait le consentement au mariage. Un mariage était en fait considéré comme valide si les deux parties y consentaient verbalement, même sans prêtre. C'est exact. Deux personnes disant j'ai leveuse, dans un champ d'orge quelque part, pouvaient techniquement être mariées. L'homme antique, peut-être. Légalement déroutant, absolument. Mais voici les hic. Ce n'est pas parce que le consentement était reconnu en théorie qu'il était respecté en pratique, surtout pour les femmes. Pour les filles nobles, le consentement venait souvent après que les arrangements étaient déjà faits. Les familles négociaient les mariages comme des traités de paix. L'opinion de la jeune femme pouvait être poliment sollicitée ou fortement sous-entendue, mais au final, la dot parlait plus fort qu'elle. Pour les paysannes, les choix étaient plus larges, mais toujours fortement influencés. Dire non à un mariage pouvait signifier la ruine économique ou un contre-coup social. Dire non aux filles du prévôt local, affaire risquée. Au sein du mariage, le consentement devenait encore plus trouble. Les maris avaient des droits légaux sur le corps de leurs femmes, et leur refuser pouvait être un motif de plainte ou d'annulation. Certains penseurs de l'Église soutenaient même que les épouses devaient la dette conjugale, ce qui ressemble à un compte courant partagé, mais était en fait beaucoup moins volontaire. Pourtant, le tableau n'était pas entièrement sombre. Les tribunaux médiévaux poursuivaient les cas de contrainte et d'agression, surtout s'il y avait des témoins ou si l'accusé manquait d'amis puissants.
Dans les centres urbains animés comme Londres ou Paris, les registres des tribunaux montrent des femmes et des hommes portant plainte, parfois même obtenant justice ou du moins faisant un scandale public. Et n'oublions pas la littérature Ray, les contes médiévaux regorgeant de dynamiques complexes, la poésie courtoise par exemple, tournée souvent autour du consentement, avec des chevaliers languissants, des dames refusant, et tout le monde s'évanouissant dramatiquement. Au moins, ils savaient qu'il était important de demander, même s'ils ignoraient parfois la réponse. Si vous avez déjà eu la nette impression médiévale entretenait une relation compliquée avec le plaisir physique, vous avez absolument raison. Ce n'était pas juste compliqué, c'était presque suspect, et cette suspicion s'étendait jusque dans la chambre à coucher de chaque couple marié, où l'Église préférait idéalement que rien de trop agréable ne se produise. Pour être juste, elle n'interdisait pas purement et simplement les relations conjugales. Cela aurait été un cauchemar logistique pour l'héritage, la croissance de la population, et bien, l'humanité elle-même. Mais elle recommandait fortement la modération, une modération extrême, du genre « fut une fois par mois dans le noir, sans sourire comme modération ». Les théologiens de l'époque s'extasiaient absolument sur le célibat, le louant comme la plus haute forme de discipline spirituelle. Les saints étaient célibataires, les moines et les nonnes prononçaient des vues. Même les couples mariés étaient encouragés à vivre dans la continence, s'abstenant entièrement, surtout s'ils s'étaient plus âgés, plus pieux, ou simplement fatigués l'un de l'autre. Un couple qui renonçait volontairement à l'intimité était loué comme étant à mi-chemin de la sainteté, ou du moins à mi-chemin de lits séparés. Certains penseurs de l'Église, comme saint Jérôme, allaient encore plus loin, soutenant que même au sein du mariage, le désir était une faiblesse. Les relations conjugales n'étaient acceptables que pour la procréation, pas pour le plaisir, pas pour le lien affectif, et certainement pas parce que quelqu'un avait l'air particulièrement charmant dans sa chemise de nuit en laine. Cette attitude charmante s'est infiltrée dans les confessionnaux et les manuels moraux. Les prêtres étaient chargés de demander aux paroissiens mariés s'ils avaient été trop lubrix, même avec leurs propres conjoints. Imaginez le silence gênant qui a dû suivre cette question à la balustrade de l'autel. Et pourtant, les gens continuaient à vivre leur vie. La plupart des paysans, des marchands et même des nobles acquiesçaient poliment aux enseignements de l'Église, puis rentraient chez eux et faisaient ce qui leur semblait juste entre les corvées, les impôts et l'occasionnelle révolte paysanne. Soyons honnêtes, après une longue joue longue à battre l'orge ou à régler des litiges fonciers, un peu d'affection était probablement plus réconfortant que honteux. Mais pour les vraiment dévots, les mariages chastes étaient présentés comme des modèles de partenariat spirituel des couples qui vivaient ensemble, priaient ensemble et considéraient les pulsions charnelles comme une chose du passé, ou du moins une chose à laisser aux villageois plus jeunes et moins pieux. Habitude de bain suspecte et avertissement de l'Église contre le fait de trop sourire. Vous vous demandez peut-être les gens du Moyen, sont-ils réellement tombés amoureux? La réponse est un ouïe retentissant, maladroit et parfois absolument délicieux, malgré les structures sociales rigides et les sermons moraux incessants. L'amour a trouvé un moyen de fleurir dans les interstices. Les couples paysans se courtisaient dans les champs et sur les marchés, échangeant des faveurs, des fleurs sauvages et des ragots chuchotés sur les navets. Les amoureux nobles échangeaient poésie et regards secrets lors de banquets officiels, faisant semblant de se soucier profondément de l'élevage des faucons. Moines et nonnes s'écrivaient des lettres débordantes d'émotions que les lecteurs modernes débattent encore était-ce une aspiration spirituelle ou quelque chose de plus piquant. La littérature de l'époque regorge de romances. Les troubadours chantaient des dames lointaines qui inspiraient les chevaliers à partir et à se faire très dramatiquement blesser par amour.
Les histoires d'amour courtois glorifiaient le désir à distance, surtout si l'on languissait après quelqu'un déjà marié à son supérieur. Bien sûr, l'amour était souvent inaccessible, mais bon, c'est de là que viennent les meilleurs vers. Dans certains cas, les couples se mariaient réellement par amour. Des registres subsistent de paysans qui se sont confiés ou ont catégoriquement refusé des mariages arrangés par leurs parents. Même des nobles se sont parfois rebellés aux grandes dames de leurs comptables familiaux. L'Église, dans un geste étonnamment progressiste, exigeait en fait le consentement verbal des deux époux, même si ce consentement était parfois donné entre des dents serrées, tout en tenant une oie comme garantie de dos. Et une fois mariés, de nombreux couples ont construit de solides partenariats. Ils travaillaient côte à côte, élevaient des enfants, enduraient des fléaux et géraient les impôts, ce qui est essentiellement la version médiévale d'une escapade romantique. Les lettres entre époux, surtout en période de séparation, révèlent une affection réelle, un véritable désir et un engagement profond. Même les veufs et veuves se remariaient parfois pour la compagnie plutôt que pour un gain politique, choisissant quelqu'un qu'ils aimaient réellement pour passer leurs dernières années. Parce que même après toutes les règles, les risques et les rituels, les gens voulaient toujours se sentir aimés, de préférence avant le couvre-feu et, espérons-le, pas pendant le carême. Et voilà le sexe médiéval, ni tout à fait le tout est permise, de Game of Thrones que vous pourriez imaginer, ni le stéréotype prude, mais plutôt une danse chotique, confuse et étonnamment résiliente entre la nature humaine, le décret divin et l'omniprésente odeur de chèvre. Alors la prochaine fois que vous plaindrez des applications de rencontres, rappelez-vous simplement le au moins. Vous n'avez pas à vous soucier que votre prêtre sache exactement ce que vous avez fait le mardi d'avril dernier.